Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, au Rwanda, l'opposition s'organise et rejette l'idée d'un troisième mandat du président Paul Kagame. Réunis autour d'une plateforme, 5 partis politiques s'opposent à la réforme constitutionnelle et à la candidature du chef de l'État à l'élection présidentielle de 2017. Ce lundi, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a une nouvelle fois donné les grands axes de sa vision du Gabon. La paix et la stabilité, les réformes économiques ou encore l'emploi sont les priorités des autorités. Réaction de la population dans ce journal. Diversification de la production agricole kenyane. Les agriculteurs de la région de Kitale ont abandonné les cultures traditionnelles au profit des fruits et légumes lucratifs. Une option qui favorise notamment l'amélioration des conditions de vie des populations. Modification constitutionnelle en débat au Rwanda. La Constitution limite le nombre de mandats à 2. Pour l'heure, le chef de l'État, Paul Kagame, n'a pas annoncé sa candidature. L'opposition, elle, a d'ores et déjà annoncé qu'elle était contre tout changement de la loi fondamentale. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. Au Rwanda, l'opposition se mobilise contre un troisième mandat du président Paul Kagame. Ils sont au total 5 partis de l'opposition à s'unir autour d'une nouvelle plateforme pour faire entendre leur voix sur la future candidature du chef de l'État Paul Kagame à la présidentielle de 2017. Certains des leaders de ce front sont en exil ou en prison au Rwanda. On veut leur faire comprendre qu'il y a des politiciens capables de remplacer Paul Kagame, que ce soit au Rwanda, que ce soit à l'extérieur. Sauf que Paul Kagame ne leur donne pas la possibilité de montrer de quoi ils sont capables. Le président Paul Kagame a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne se représentera à un troisième mandat uniquement s'il est plébiscité par les Rwandais, un plébiscite qui semble prévisible pour certains observateurs. On peut souligner qu'il y a une grande volonté populaire quand on voit surtout les motions qui ont été déposées au Parlement pour demander cette troisième candidature. Et surtout que le président Kagame ne s'est pas encore prononcé. C'est pas quelque chose qui lui pousse. Et d'ailleurs, lui, même au niveau de son entourage, il a dit, si vraiment j'ai pas la grande pression populaire, je vais pas me présenter. Mais là, c'est vraiment, parce que les gens, il y a deux choses. Ils parlent de la sécurité, de l'économie. Ils croient que quelqu'un qui viendra pourra détruire tout ce qu'il a fait. Le Parlement rwandais a pour sa part donné son feu vert pour une réforme constitutionnelle qui devrait permettre au président Paul Kagame de briguer un nouveau mandat en 2017. En Côte d'Ivoire, les frondeurs du FPI appellent au boycott de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Dans un communiqué publié mardi, la tendance du Front populaire ivoirien mené par Abou Drahamane Sangaré, un fidèle de Laurent Gbagbo, s'est prononcée en ce sens. Ils ont par ailleurs annoncé qu'aucun membre du parti ne devrait se présenter à ce scrutin. Pourtant, Pascal Affi-N'Guessan, président du parti, a été officiellement investi candidat devant ses partisans depuis le 8 août dernier. La Fronde prévoit de faire usage de la justice pour se faire entendre. Une décision notamment justifiée, selon eux, par, je cite, la situation politico-sécuritaire précaire marquée par une fracture sociale profonde. Malgré l'ultimatum de la communauté internationale, aucun accord de paix n'a été signé ce lundi pour résoudre la crise sud-soudanaise. Le président sud-soudanais Salva Kiir souhaite mener des consultations dans le pays avant de revenir en Éthiopie dans 15 jours pour parapher ou non le texte. Les précisions d'Emmanuel Milimono. Pas d'accord de paix à la suite des pourparlers entre le gouvernement sud-soudanais et les rebelles. Le président Salva Kiir demande un délai de 2 semaines avant de parapher le document de sortie de crise proposé par les médiateurs. Nous souhaitions voir le président Salva Kiir signer ce plan d'action qui nous conduirait à la fin de cette crise. Je l'ai rencontré personnellement à mon arrivée et nous nous sommes salués, donc j'estimais qu'il était lui aussi prêt à signer, mais j'ai appris finalement qu'il ne le fera pas. Je ne trouve vraiment aucune explication à cela. L'accord a été signé par des représentants de l'opposition et d'anciens détenus du Soudan du Sud, ainsi que par d'autres parties prenantes pour mettre fin à ce conflit qui perdure depuis plus de 20 mois. Pour l'Union africaine, les échanges d'Addis Abeba ont finalement porté leurs fruits. L'institution se félicite de cette étape importante déjà franchie par les deux parties.
Nous sommes très heureux d'avoir franchi cette autre étape vers le rétablissement de la paix. Bien sûr, il ne s'agit pas encore d'une étape complète parce que d'autres parties n'ont pas signé, mais nous avons bon espoir car le paraphe a été fait. Donc, nous espérons que dans les prochains jours, les consultations seront faites et qu'enfin, il y aura un accord complet. Pendant ce temps, le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, médiateur et président de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique, a promis d'encourager le gouvernement du Soudan du Sud à signer le document. Certains d'entre nous étaient sur le point de perdre espoir, mais nous pouvons nous attendre à ce que du côté du gouvernement la question soit traitée dans les 2 semaines à venir et que l'accord de paix soit signé. Je pense que l'étape d'aujourd'hui est un bon message envoyé au peuple sud-soudanais. J'encourage le président Salva Kiir et son équipe à conclure la signature de ce document. Les différentes parties s'étaient engagées sous l'égide de la médiation sous-régionale à parvenir à la signature de cet accord le 17 août 2015. Le Soudan du Sud connaît des violences depuis décembre 2013. Les affrontements ont causé des milliers de morts et forcé environ 1,9 million de personnes à fuir leur maison. Et sachez que la force d'intervention de l'Ouganda présente au Soudan du Sud a reçu un délai de 90 jours pour se retirer du pays. Les forces de défense du peuple ougandais, UPDF, étaient intervenues dans le conflit aux côtés du gouvernement du Soudan du Sud, dirigé par le président Salva Kiir, contre les rebelles dirigés par l'ancien vice-président Riek Machar. L'ultimatum de l'autorité intergouvernementale pour le développement a été arrêté dans un accord conclu dans la capitale éthiopienne Addis Abeba ce lundi. En février dernier, pourtant, Kampala et Juba avaient renouvelé l'accord pour le maintien de plus de 3000 soldats de l'Ouganda sur la terre sud-soudanaise. Discours du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba à l'occasion de la fête de l'indépendance célébrée ce lundi 17 août. Le président a annoncé vouloir céder sa part d'héritage familial à la jeunesse gabonaise. Les politiques et la société civile restent sceptiques malgré le caractère historique du geste. Les détails dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Dans son discours à la nation le 17 août 2015, le président de la République Ali Bongo Ondimba a pris des décisions historiques en faveur de la jeunesse gabonaise. Des décisions courageuses pour certains, mais un non-événement pour d'autres. Ali Bongo Ondimba a contre toute attente décidé de céder sa part d'héritage à la jeunesse de son pays pour qui il a de nombreux projets. J'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Car à mes yeux, nous sommes tous les héritiers d'Omar Bongo Ondimba. Cela veut concrètement dire que tous les revenus tirés de ma part d'héritage, qui me revient, seront versés à une fondation pour la jeunesse et l'éducation. Outre sa part d'héritage, le chef de l'État a également décidé de céder gratuitement à l'État cette propriété familiale qui s'étend sur près d'1 kilomètre, non loin du camp de Gaulle à Libreville. Mais pour l'opposition et la société civile, il faudra bien plus encore pour relever les nombreux défis économiques, politiques et sociaux auxquels le Gabon doit faire face. Je trouve que c'est une distraction et Ali ne mesure pas qu'il est là en train d'ouvrir une boîte de Pandore. Parce que quand il donne ses propriétés, ça veut dire quoi? Et il les donne à qui? Il va faire l'université? Je sais qu'il ne fera pas l'université. Ce sera encore une promesse non tenue. S'il y a restitution à faire, cette restitution doit se faire entre les plaignants, ça veut dire les Gabonais qui se sont constitués partie civile, la part du peuple gabonais, le juge qui est en train d'enquêter, l'avocat qui a été commis et l'association Transparency International qui a porté plainte. Selon certains analystes, les différentes annonces faites par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans son discours à la nation constituent un signal fort. Ces annonces historiques ont été faites au moment où le Gabon, comme tous les pays pétroliers, vit difficilement la chute du baril du pétrole. Agriculture kenyane, les producteurs de maïs adoptent la culture de variétés de bananes améliorées. À Kitale, une région située dans l'ouest du pays, de nombreux agriculteurs se sont lancés dans cette production à même de fournir de meilleurs rendements. Les précisions d'Emmanuel Milimono. La production de la banane améliorée en passe de remplacer celle du maïs traditionnellement cultivé par les agriculteurs de Kitale dans l'ouest du Kenya. Ruben Wakoube, par exemple, cultivait autrefois du maïs sur ses parcelles de 10 hectares.
Mais il a décidé de se reconvertir dans la production de semences améliorées de bananes. Nous avons d'abord reçu un premier lot de 2500 plantains que nous avons revendus. Ce projet mérite d'être poursuivi car nous devons maintenant passer à ce que l'on appelle la diversification des pratiques agricoles. Le maïs a été longtemps produit ici, mais il ne nous a jusqu'ici mené nulle part. Cette région fertile est pourtant connue pour ses bonnes récoltes de maïs, mais du fait de la météo imprévisible, l'inefficacité des marchés et l'insuffisance des infrastructures ces dernières années, de nombreux agriculteurs ont subi des pertes. Les scientifiques travaillent en collaboration avec les agriculteurs pour leur fournir des variétés de bananes améliorées dont l'échéance est plus rapide que les produits classiques. Nous allons vers les agriculteurs qui ont cette plante unique ou cette variété dont la production est très rapide. Nous nous procurons la souche auprès d'eux. Nous venons juste procéder à la stérilisation de surface pour enlever les contaminants qui sont les bactéries et les champignons. Puis, nous passons au processus de multiplication et de nettoyage. Selon les experts, ce projet de banane basé sur des semences améliorées facilite un meilleur accès au marché. Il pourra faire partie du plan directeur pour la révolution agraire du XXIe siècle en Afrique. Il y a 15 autres cultures que cette région peut produire. Le café, les bananes, les avocats, le piment, etc. Nous avons donc lancé un programme visant à prendre quelques-unes de ces cultures pour les introduire dans les priorités. Certains producteurs participent même à des sessions de formation sur la façon de tailler les bananes. Chaque plante peut être récoltée jusqu'à 3 fois par an et rapporte environ $700 par mois aux agriculteurs. Le gouvernement est dans la perspective d'accompagner les agriculteurs dans une production de quantité destinée à l'exportation et augmenter leurs revenus. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.